Alors je vais à mon tour vous proposer un aperçu très introductif de ces nouvelles pratiques artistiques qui s'inscrivent résolument dans l'Anthropocène. Je pense qu'il est trop loin. Voilà. À une époque, Brecht considérait que parler des arbres était presque un crime, puisque, disait-il, c'est faire silence sur tant de forfaits. Malheureusement, aujourd'hui, les forfaits politiques n'ont pas cédé la place et ils se doublent désormais de forfaits écologiques, au point que les artistes, maintenant, s'emploient à donner la parole aux arbres, au vent, aux rivières, au pollen, aux insectes. Les éco-artistes s'efforcent de faire signe, d'alerter, voire de remédier aux multiples saccages de nos environnements. Ainsi, de nombreux collectifs se présentent comme de nouveaux médiateurs entre le public et les réalités écologiques, politiques, sociétales. Il n'y va pas seulement d'un retour à la nature, si on veut éviter ce terme qui est désormais controversé, mais fondamentalement, il me semble, d'un retour à la Terre, alors peut-être en un sens parallèle à celui qu'évoquait Michel Luceau, mais en parlant, lui, de la planète. En tout cas, d'un retour à la Terre qui se caractérise par la volonté de repenser notre place dans le monde et nos relations aux autres vivants. Autrement dit, ces nouvelles perspectives engagent de jeter les jalons d'une nouvelle éthique et d'une nouvelle diplomatie, pour reprendre l'expression de Baptiste Morisot. Donc je me propose de présenter ici ces nouveaux enjeux, de ces nouvelles pratiques qui cherchent à faire société autrement, dans le cadre donc de cette fameuse Anthropocène. Ce faisant, c'est aussi le statut de l'artiste qui se transforme et s'éloigne des formalismes modernes. Il renoue avec la figure renaissante de l'artisan, de l'ingénieur, du naturaliste voyageur. Il semble incarner un néo-humanisme modeste et incertain, en phase avec notre époque d'incertitude. Donc, je vais commencer par un rappel sur les pratiques ces nouvelles pratiques qui visent à renouer un lien sensible au monde, puis je m'attacherai aux démarches collectives qui transforment le spectateur en partenaire, et je voudrais indiquer par là comment ce renouveau artistique inspire la réflexion philosophique et l'invite à sortir de ses frontières pour penser autrement nos liens au vivant, dans le cadre donc d'une anthropologie décentrée. Donc, premier moment, ce que j'appelle la nouvelle mimésis. Les rapports des arts et de la nature sont anciens et sans doute constitutifs de la pratique artistique elle-même, largement fondés sur le principe de la mimésis. Mais depuis une quarantaine d'années, des mouvements artistiques ont opéré dans le sillage du land art et des arts paysagers un tournant environnemental. Ça se traduit par le recours à des pratiques et des modes d'expression qui ne visent plus simplement la représentation de la nature, mais qui jouent à la fois sur l'information, la compréhension cognitive et la sensibilisation affective ou émotionnelle du public aux enjeux écologiques. Et ce qui se joue, et que les artistes ont déjà bien compris avant les philosophes et les sociologues, c'est une crise de notre relation à la nature, une crise de sensibilité, une crise de savoir, un manque de culture dû à un manque de contact. Quand on pense, par exemple, que des étudiants en géographie ne savent pas ce qu'est la marée, ou quand des enfants n'ont jamais vu pousser une salade, ce sont tous nos liens à la nature qui sont mis en question. Et cette atrophie sensible, cognitive, rend plus difficile une prise de conscience des périls écologiques. Pour lutter contre cette tendance, des arts actuels développent de nouvelles pratiques qui visent justement à restaurer ce lien sensible. Ce lien sensible au monde animal, végétal, et ils déploient pour ça des pratiques de réconciliation physique, des pratiques d'empathie, voire de fusion avec les éléments. Donc autant de démarches qui visent à prendre en souci et en soin la maison commune et de notre corps et de celui du monde. Autant de démarches qui ouvrent la voie à ce qu'on pourrait appeler avec Michael Dufresne une oiko-esthétique, donc une esthétique de la maison, du logis. Ce tournant se retrouve dans les sciences humaines
Et dans les sciences humaines et sociales, en géographie, en sociologie, on peut penser, en effet, comme on l'a dit tout à l'heure, à Bruno Latour, à Natzing, à Raouet, Larère, mais on le retrouve également en anthropologie, et les esthétiques environnementales ou les esthétiques de la nature ne sont pas en reste. Pour illustrer ce changement d'attitude, on peut présenter le contraste qu'il y a entre le paysage classique du romantique Friedrich et celui de Joseph Beuys. La peinture de paysage, je ne me trompe pas, voilà. La peinture de paysage, pour prendre cette image tout à fait légendaire, maintient le monde dans la position d'un décor qui se déploie à distance, dans une esthétique de la vue. C'est la position de ce voyageur. Par opposition, Joseph Beuys, lui, s'enfonce lourdement dans un marais et, maculé de boue, s'efforce de s'en extraire. Il dira ensuite que les marais sont des réserves de vie, sont les lieux les plus vivants d'un territoire. On a ici une inversion évidente de la symbolique surplombante du voyageur pour lui substituer un souci écologique naissant et un regard nouveau sur le vivant. Donc c'est un nouveau sens du paysage qui se manifeste, non plus pictural, mais bien celui d'un milieu dans lequel on se trouve par une immersion de tout le corps. Ni surplomb, ni distance, mais une interaction de tous les sens, de la motricité dans le milieu ambiant. Ce sens environnemental du paysage, c'était déjà celui que l'on trouvait chez le psychologue allemand Erwin Strauss dans les années 30, mais qui ne devient une réalité visible et une réalité artistique et une réalité, on pourrait dire, qui concerne les sciences sociales qu'à partir des années 70. Et à cet égard, la main de Pennon est exemplaire, qui pour la première fois indique en ce sens-là cette prise de l'homme sur le monde, cette blessure qui ne sera jamais résorbée. Dans le même sens, le développement de l'esthétique environnementale signifie un même intérêt pour le rapport de l'homme à son milieu de vie et choisit aussi de penser l'expérience esthétique en dehors du seul modèle de l'œuvre d'art pour réveiller justement ce que Dufresne, comme Strauss, appelle un sentir primordial. Essayer de réactiver une expérience polysensorielle, un rapport synesthésique au monde qui atteste ou qui réactualise notre coappartenance pathique avec le monde. Parce que c'est cela que nous avons oublié et c'est cela que les arts actuels s'emploient consciemment à réactiver. Réactiver cette sensibilité primordiale. Donc revitaliser les modes du sentir. Alors comment s'y prennent-ils ? C'est d'abord la vue qui est majoritairement sollicitée, on le sait bien, par les arts plastiques, à travers les expositions, qui désormais semblent simplement là pour nous faire voir, pour donner à voir, nous donner à voir la réalité du monde en nous le mettant sous les yeux, simplement. Ainsi, depuis le jardin planétaire de Gilles Clément, exposé à la Villette en 1999, eh bien, on peut voir désormais des arbres dans les expositions, des arbres, des jardins. On peut voir l'océan. On peut voir des toiles d'araignée. On peut voir des herbiers, des cailloux, un lit de rivière, ou encore la banquise, vue à ras de glace. Et dans le même sens, eh bien, plus didactique, l'exposition au 104 de cet été nous propose également des panneaux mettant clairement sous les yeux la situation de forfait écologique, de saccage écologique, avec côté couleur des réponses potentielles et côté noir et blanc, eh bien, simplement l'état des lieux de la planète. On trouve aussi d'autres sortes d'expositions, telles que celle de la littorale Anglette, toujours cette année, qui nous fait un point sur
la biodiversité du littoral et nous propose des affiches, des affichages, des explications de type géologique, géographique, etc. Donc ce rappel au monde, on le voit, c'est ce qui constitue désormais l'activité principale des artistes. Alors je disais, soit dans le simplement faire voir, mettre sous les yeux, soit avec une dimension informative, scientifique plus nette, par le biais d'installations plus complexes, et qui cette fois s'efforcent aussi d'imiter les processus naturels pour permettre au public d'en prendre connaissance, grâce à des dispositifs à la fois esthétique et hyper-technique. C'est ce que j'appelle la nouvelle mimésis, en ce sens que désormais certaines œuvres appliquent au fond de manière très forte le principe de révélation de la nature naturante chère à Paul Klee pour justement rendre visibles les processus naturels et les imiter à leur tour. Ce qui permet de renouer une attention pour le public vis-à-vis de cette nature qui est là, mais n'est pas véritablement saisie, comprise. Et ici, le dispositif qui joue entre art, science et technique, au fond, est peut-être plus parlant que celui, pour le public, de la science académique. Alors, on peut songer aux machines extraordinaires d'Hicham Berrada qui fabriquent des dunes ou des concrétions végétales dans des aquariums et qui essayent de rendre compte de ces formations vivantes. Même chose pour la machine à faire des vagues de Gaëtan Corbillard, ou encore les installations productives de Nicolas Floch qui permettent là aussi de comprendre le dispositif de colonisation sous-marine. Dernièrement, je voudrais revenir sur un exemple qui m'a tout à fait intéressée et saisi, c'est celui des créations d'Hubert Duprat, qu'on a pu voir au musée de la ville de Paris à nouveau cette année, quand les musées se sont rouverts. Et au-delà de ces différentes productions, on trouve aussi la présentation très documentée de ces insectes qui s'appellent les traîne-bois. Alors ce sont des larves, si j'ai bien compris, de libellules, qui, pour se protéger des prédateurs pendant leur mue, s'entourent d'une sorte de fourreau qui est fait en agglomérant différents matériaux autour de leur corps. Et l'artiste a imaginé d'inciter l'insecte à travailler à partir d'autres matières et des matières inattendues, à savoir des feuilles d'or, des perles, des petites pierres, etc. Donc, forçant l'insecte à fabriquer une sorte de fourreau précieux autour de son corps. Donc on peut dire qu'ici, la nature artiste est à nouveau copiée, prolongée, dans une démarche d'hybridation étonnante. Et on pourrait évidemment ici à nouveau décrier, encore une fois, la mainmise de l'artifice, de la culture, sur le vivant. Bien. Et au fond, dire qu'on n'a pas vraiment changé de perspective. Mais pour autant, la création a aussi le mérite de rendre visible à nouveau ce phénomène anecdotique de l'histoire naturelle. Et sans l'intervention de l'art, ce phénomène resterait méconnu, inconnu en dehors du cercle des spécialistes. Et il me semble qu'il faut prendre la mesure de cette situation. C'est-à-dire que notre rapport à la nature est tellement occulté, tellement atrophié, qu'il faut toute la médiation de l'art pour la rendre à nouveau visible et sensible. Ainsi, beaucoup d'installations et d'expositions s'efforcent ainsi de réactiver un lien visuel, émotionnel et cognitif avec les phénomènes naturels. Et il faut souligner ici la puissance d'action des grandes installations d'artistes médiatiques, même décriés, tels que Olafur Eliasson ou Thomas Saraceno. Parce que, quelles que soient les critiques, ces expositions sont bien destinées à frapper l'imagination, à alerter, à sensibiliser, et au fond, elles le font bien. Que ce soit le ballon poubelle, et on revient sur cette affaire des déchets et des rebuts de Saraceno, ou le décompte de la fonte des glaciers d'Eliasson,
ils offrent explicitement le spectacle du saccage en train de se faire et qui n'est pas sinon représentable, ni visible pour l'opinion. De ces pratiques, donc, ont le mérite, il me semble, de renouer un contact sensible, de provoquer un contact sensible avec le vivant, les multiples formes du vivant. Mais d'une certaine manière, le spectateur y est encore au spectacle, et il reste passif, même s'il peut être affecté. Et on peut envisager maintenant, dans un deuxième temps, une autre tendance des pratiques artistiques actuelles, une tendance plus active, plus relationnelle, prenant appui sur l'engagement réciproque du spectateur, des spectateurs qui sont désormais plutôt des habitants, des proches, des voisins ou des citoyens. Donc ce sera mon deuxième point. Donc c'est par le biais de l'activité, par le biais de la pratique, que ces nouvelles démarches visent un réveil sensoriel de nos liens corporels avec l'environnement. Au-delà des exemples fondateurs, mais très individualistes, des marches de Richard Long et Hamish Fulton, ce sont désormais des promenades urbaines qui sont ouvertes à la participation des habitants et qui sont proposées, comme par exemple celle de Mathias Poisson et Alain Michard. Alors je vais sauter un petit peu parce que voilà, je ne voulais pas prendre de retard. Donc Mathias Poisson, Alain Michard qui est danseur par ailleurs, et donc il propose des promenades existentielles et corporelles qui sont menées à l'aveugle grâce à des lunettes blanches opacifiantes qui floutent la vision. Et l'objectif ici encore est de faire perdre tout repère visuel, c'est-à-dire ce repère essentiel qu'est la vue, pour justement faire prendre conscience aux participants de leurs autres sens et de toutes les dimensions, de toutes les autres dimensions sensorielles de la ville, les ambiances sonores, les ambiances tactiles, olfactives, etc. Dans le même état d'esprit, le collectif Zebra 3 à Bordeaux propose des promenades périurbaines pour découvrir des quartiers, des lieux délaissés, devenus invisibles et inaccessibles par le déplacement en voiture. Et dans ces lieux accessibles seulement à pied, il est possible de passer la nuit dans des refuges construits par des artistes, des refuges aux formes inédites, tels que ce nuage, et donc de passer la nuit dans cet environnement nouveau, dans ces lieux autres, de manière aussi à soulever les questions que pose notre manière de vivre. Donc autant de démarches qui visent des pratiques interactives, de faire collaboratif, où la dimension durable, sociale, écologique, citoyenne prend une part majoritaire. Donc il ne s'agit plus là non plus seulement du coup d'éclat de Beuys qui plante 7000 chênes à Cassel, mais il s'agit maintenant de pratiques plus modestes et en dépit de l'ironie de Daniel, qui ont le mérite de solliciter, et il faut sans doute commencer par là, solliciter le désir de faire soi-même, de créer à son tour ces petits gestes qui sont peut-être quand même une première étape. Donc il s'agit le plus souvent de pratiques de jardinage, de cueillette, des pratiques agricoles et qui s'adressent aux voisins du lieu, de la ferme ou de l'espace habité. Toujours et encore, l'enjeu, c'est bien de réveiller l'expérience sensible, l'expérience de la terre par des pratiques ancestrales. Il s'agit de réapprendre le sol, les gestes du jardinage, de la cuisine, du tissage, comme par exemple le propose le collectif Safi à Marseille. Ça peut paraître mince, mais quand on regarde parallèlement la place prise par les jardins partagés, par tous les lieux dédiés à l'agriculture bio, à la permaculture, aux artisanats, ça donne la mesure de l'intérêt soulevé par ces pratiques. Et dans ce domaine, c'est une véritable explosion à laquelle on assiste. Partout naissent des collectifs hybrides où se mêlent des compétences d'architectes, de plasticiens,
de jardiniers, de graphistes, d'ingénieurs, de poètes. On peut se souvenir de l'expérience des grands voisins sur la friche d'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, mais aujourd'hui, le collectif Zone Sensible et le Parti Poétique installé à Saint-Denis déclinent leur activité autour de nature, culture, nourriture. De la même façon, Appel d'air, le projet Appel d'air, soutenu par Thierry Boutonnier, propose une pépinière destinée à faire pousser les arbres qui vont se trouver dans les gares du Grand Paris. Donc autant de démarches pour faire voir, faire entendre, faire sentir. Il s'agit à chaque fois de naturiser ou renaturiser le participant, de retrouver un contact concret, tactile avec la nature. Donc l'enjeu est double, vous le voyez. Réveiller le sentiment de connaturalité de l'homme avec la Terre, parallèlement faire naître des préoccupations écologiques et citoyennes et activer la volonté d'œuvrer collectivement. Donc il s'agit de penser d'autres manières de vivre, d'autres manières d'habiter le monde, et enfin, comme le propose par exemple le collectif Pérou, qui demande comment rendre la ville hospitalière, c'est-à-dire comment lutter contre la ville hostile aux réfugiés, aux délaissés, aux expulsés. Donc dans tous les cas, ce qui sous-tend ces pratiques, c'est bien celle qui vise à repenser nos modes de vie, repenser notre rapport à la Terre et envisager une nouvelle diplomatie, une nouvelle éthique, un nouveau vivre ensemble. Il s'agit de comprendre désormais que habiter, c'est toujours, comme le rappelait Michel Lusseau, toujours cohabiter et comprendre, s'ouvrir à la réalité de ces réseaux d'interdépendance mobile. Donc repenser des relations justes, de collaboration, d'équilibre pour sortir de cette ontologie naturaliste qui porte d'ailleurs si mal son nom, puisque nous avons appris à user, abuser de la terre, et nous n'éprouvons, comme le rappelle Baptiste Morisot, vis-à-vis d'elle, plus aucun égard. Nous ne sommes pas tenus à des égards désormais envers le monde qui nous a fait. Et c'est cela que je voulais mettre en avant ici, revenir à des formes d'égard relativement à ceux les autres espèces, les autres vivants qui nous entourent. Et c'est en ce sens que, étonnamment, le jardinage sert de modèle. Il est un modèle de collaboration, d'interdépendance entre les espèces. La permaculture repose sur l'imitation d'écosystèmes naturels, comme la forêt, où la stratification des niveaux de vie de la canopée à la mycosphère permet justement un équilibre qui repose sur l'enchevêtrement des liens d'interdépendance. Et le petit modèle, qu'est le microcosme du jardin, donne l'intuition de ce macrocosme, de ces liens complexes qui définissent les écosystèmes. Et c'est cela que les artistes s'efforcent de nous montrer, de rendre désormais sensibles. Ils retrouvent par là des démarches qui sont celles, au fond, de l'art antique. Toute démarche de production, topoïenne, qui vise à produire du nouveau, mais qui constitue désormais aussi de nouvelles praxis, de nouvelles pratiques, de nouvelles configurations de soi-même, de nouvelles configurations de nos attitudes, de nos modes de vie, de nos identités. À cet égard, donc, on a parlé essentiellement de l'exposition des arts plastiques, mais la littérature, comme le rappelait Michel Lusseau, n'est pas en reste, et elle est tout à fait étonnante, en effet, depuis un certain nombre d'années, qui nous invite à imaginer, à nous projeter dans d'autres mondes, dans d'autres vivants, dans d'autres manières de vivre. Envisager les autres vivants comme des cohabitants, comme des parents oubliés. Voilà les nouveaux objectifs de l'art face à cette crise écologique. Donc l'enjeu, c'est une sensibilisation, une alerte pour réapprendre à voir, réapprendre à entendre, réapprendre le vivant
et convertir ainsi notre regard pour retrouver le chemin de la terre et des vivants dans une attitude d'amitié et de souci. Il y va aussi de conversion de notre souci, il y va donc évidemment d'une conversion de nos valeurs. Et c'est le grand espoir évidemment des éco-artistes qui voudraient passer d'une culture de la domination à une culture de la coopération. C'était déjà le souci de Aldo Leopold, qui mettait en évidence l'importance de cette dimension éthique dans les termes suivants. Une chose est juste lorsqu'elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. Mais elle est injuste lorsqu'elle tend à l'inverse. Ça suppose que nous ayons développé, pour nous en rendre compte, une sensibilité à cette beauté, à cette justice. Et c'est tout le travail de l'art aujourd'hui, il me semble. Voilà, je vous remercie. Je crois qu'on est dans les temps. Tout à fait, merci beaucoup. Merci beaucoup, Patricia Limido. Alors, nous avons 10 minutes pour une période de discussion. Donc, est-ce que déjà la salle aurait des questions, souhaiterait intervenir sur la présentation qui vient d'être faite? Je ne sais pas s'il y a un micro pour... Oui, il y a un micro pour... Je peux faire circuler le micro. Oui, une question au fond. Là-bas, au fond. Bonjour, merci pour l'intervention, c'était vraiment très intéressant. Moi, j'aimerais revenir sur le passage où vous avez parlé notamment du travail d'Ella Furoliasson. Et c'est un travail qui me questionne beaucoup parce que d'après moi, justement, c'est une intervention artistique qui n'a pas sa place dans le discours qu'il porte, étant donné que le fait d'avoir posé ces éléments-là en plein Paris, ça veut dire qu'ils ont été transportés, ça veut dire qu'il y a eu de la pollution, enfin plein de choses qui ne sont pas cohérentes, je trouve, avec son discours. Et du coup, j'aimerais avoir votre avis peut-être un peu plus précis sur cette œuvre, parce que vous disiez qu'elle était tout de même intéressante et pertinente dans la réflexion. Bien, elle a en effet été largement, lourdement critiquée, puisqu'évidemment l'impact écologique de cette opération est colossal, et on peut se demander si ça peut se justifier par là. Mais pour autant, vous voyez qu'elle marque les esprits, elle donne à voir, elle fait voir, on voit les cadrans de l'horloge qui décompte le temps. Elle a, sur ce plan artistique, un effet tout à fait efficace. Elle a une vraie efficacité. Il y a une vraie trouvaille artistique aussi. Alors, elle est très contestable sur ce plan-là. Mais en même temps, ce que je voulais mettre en avant, c'est le fait qu'il est sans doute nécessaire d'en passer par là. C'est-à-dire de passer par des moments on disait, de monstration, des moments de visibilité. Parce que le discours écologique, il reste excessivement abstrait pour le public. Ici, on est tous bien d'accord, on est tous bien heureux de parler de tout cela. Mais si vous sondez les gens dans la rue, c'est très compliqué. Et quand on voit dans le même sens, c'est pour ça que je les mets vraiment en rapport, quand on voit dans le même sens des expositions comme les arbres, il y a 2 ans, où les gens viennent voir juste des arbres. Moi, ça me frappe. Je me dis, mais c'est invraisemblable. Ils ont qu'à aller se promener dans la forêt. Pourquoi est-ce qu'on va voir une exposition qui montre des arbres? Ça fait pas sens. Or là, ça marche. C'est-à-dire qu'il y a un monde fou. Nicolas Floch à côté, c'est marginal, je vous rassure quand même. Mais donc on va voir des arbres, on va voir des jardins. Et ça veut dire qu'il y a un besoin de voir. Il y a un besoin de voir, il y a un besoin de mettre sous les yeux, il y a un besoin de comprendre. Et ça passe par des moyens, il me semble, là, pour le moment, médiatiques, lourds. Et peut-être que c'est une phase nécessaire. Bon, à sa manière, Thomas Saraceno, et c'est pas parce qu'il travaille conjointement avec l'approbation de Bruno Latour que ses expositions ne sont pas moins coûteuses. Donc là aussi, on pourrait tout à fait en discuter, les faits,
etc. Donc, si vous voulez, par ailleurs, Eliasson, j'ai pas d'action pour le défendre, mais bon, il tient un discours qui est résolument celui de l'alerte. Dans ses propos, il revient tout le temps dans ce point de vue d'alerter, de faire sentir, de faire comprendre, etc. Et c'est tout aussi puissant que l'installation du lever de soleil à la Tate, et parce que là aussi c'est troublant. Que viennent voir les gens ? Alors, ou bien on dit c'est du spectacle, ou bien on a besoin de passer par l'art pour voir un lever de soleil. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire le fait qu'on ait besoin aujourd'hui d'en passer par une telle médiation artistique pour retrouver le chemin de la nature. Mais exactement comme les herbiers d'Herman de Vries. Si vous allez dans la réserve géologique de Digne pour voir Herman de Vries, vous ne comprenez pas ce qui se passe la première fois si vous n'êtes pas un peu au courant. Vous ne comprenez pas en fait, on vous demande d'aller juste marcher dans la forêt. Et dans la forêt, il n'y a rien. Et il y a juste tout d'un coup un espace végétal, boisé, un arbre, etc., qui est le même qu'à 10 cm à côté ou à 1 mètre à côté, et qui est juste entouré par une clôture par Herman de Vries. Bon. Et on nous dit, voilà, alors là c'est une œuvre d'art qui nous permet, on fait tout ce détour-là pour revenir voir ce bosquet. C'est pas le bosquet romain sacré, enfin, c'est de cet ordre. Donc vous voyez, toute cette médiation-là, alors quels que soient ces coûts, toute cette médiation pour en revenir à la nature. Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour cette intervention et aussi pour cette question qui m'amène en fait à une autre question. Justement, en fait, je pense que c'est très pertinent de penser l'art en tant que médiateur, mais en même temps, en fait, je pense que c'est aussi important de penser de l'art en tant que créateur des visions du monde. Et si on part, par exemple, de cette image de Caspar David Friedrich que vous avez montré au début, où la nature est ce sublime qu'on regarde. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, et en regardant la plupart des exemples que vous avez cités, en fait, on regarde le sublime fait de l'homme blanc industrialisé. Et je me demande, en fait, si on parle de l'efficacité, est-ce que ces images ou ces projets sont vraiment efficaces pour médier en tant que médiateur, parce qu'ils nous mettent toujours à distance et ils créent des visions, c'est-à-dire que tout à l'heure, Michel Lusseau, pareil, il montre des images de science-fiction qui sont devenues réelles. Du coup, est-ce que en fait, cette réflexion sur une efficacité d'image doit être réinterrogée avec une approche peut-être plus anthropologique d'efficacité au lieu de énumérer le nombre des spectateurs dans une musée? Alors, non, ce qui m'intéresse dans votre question, c'est surtout le fait qu'en effet, alors c'était pas mon parti pris, mais par ailleurs, je vois pas beaucoup de perspectives allant dans ce sens-là, c'est-à-dire l'art comme création d'une vision du monde. Or, là, précisément, ce que l'on voit, donc d'une nouvelle vision du monde ou d'une autre vision du monde, etc. Et pour l'essentiel, il me semble qu'on a surtout affaire à des manières, à des pratiques qui montrent ce qu'il en est, ce qui ne va pas, les déchets, les rebuts, les saccages, etc., dans tous les domaines, mais qui ne proposent pas une vision alternative. Et dans les démarches collaboratives, les fermes expérimentales, etc., on n'a pas une vision du monde très novatrice. On a un retour à la terre, on produit, c'est presque le mot, j'exagère, le modèle on veut produire local, circuit court, etc., etc.
Bon, mais en quoi est-ce que c'est résolument une vision du monde? Là, je ne sais pas si vous avez des exemples de nouvelles visions, parce que des perspectives résolument nouvelles qui seraient donc politiques, et d'organisation politique, etc., il faudrait qu'elle puisse se penser aussi à une échelle assez large. Or là, on a surtout des projets qui sont des projets de micro-échelle, c'est-à-dire des petits établissements, des petites installations agricoles, etc. Donc une vision plus large de quelque chose qui serait une nouvelle manière d'être, c'est pas encore dans les discours sociologiques, dans les discours anthropologiques, on a quelque chose de cet ordre, en effet, qui revient pour penser autrement notre rapport au vivant, penser autrement notre rapport à nos chiens, chez Haraway, etc. Bon. Mais est-ce que c'est une nouvelle vision du monde? Je ne sais pas.